Bonjour et bienvenue, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Nous y sommes, 2023, bonne année, grosse année encore. J'espère que vous êtes encore une fois prêts à changer le monde à coup de promesses en intelligence artificielle et d'algorithmes savants, à coup de textes générés automatiquement par ChatGPT. Là. On va y revenir, c'est sûr. Ça fera partie des sujets que nous allons aborder dans cet épisode, mais aussi, j'imagine que ça va revenir dans les prochains mois. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à notre 51e épisode. 50! Écoutez, je me fatigue pas d'entendre ça. Là. Donc, plus de 50 épisodes maintenant. Donc, vers le 75, centième, qui sait, un jour. Je sais pas si on va se rendre à 100, mais ça fait partie de mes objectifs. Là. Mon objectif personnel, là, c'est 5 saisons, 100 épisodes. Puis j'espère avoir le souffle pour m'y rendre. Puis rendu là, on va se poser des questions pour de vrai, là, parce que ça va faire vraiment un bail, puis il va falloir voir si on continue. Mais je dirais que c'est ça là, qui est visé. J'espère qu'on va avoir le souffle pour se rendre jusque-là. Et parlant de souffle et d'ambition, mes deux collaboratrices préférées sont là avec moi aujourd'hui. La première juriste ici à Québec, à l'Université Laval, Ève Gaumont, est avec nous. Comment ça va, Ève? Ça va bien, merci. Et toi, c'est ça, quand tu dis avoir le souffle, soulignons somme toute que c'est toi qui as le plus de souffle. Hein. Nous, on s'alterne, on se rotationne, mais toi, tu es là tous les enregistrements. C'est toi qui qu'il faut féliciter. Mais moi, je le ferai pas seul. Il faut absolument que vous soyez là, parce que sinon, c'est sûr, je ne ferai pas ça tout seul. Donc, bonne année, Ève. Merci bien. Le second, c'est notre expert RH, socio-philosophe à ses heures. Donc, Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va bien. Vous autres? Aussi, vous venez de le dire. Ben oui, ça va bien. Ben oui. Toujours en train de courir après le temps, Fred? Toujours. Donc, merci d'être là encore une fois cette année. Bonne année à vous tous et toutes. Santé, évidemment, parce que ça commence à faire du sens avec l'âge, ce souhait-là. Mais je vous souhaite aussi du temps, du repos, de la liberté. J'en ai parlé un peu avec Ève, là, hors micro. Là, c'était avant les fêtes. À l'université, il y a une espèce de culture célébrée de l'épuisement professionnel, là, je dirais. Là. Donc, tout le monde est fatigué, puis tout le monde a l'air à célébrer ça. Puis, évidemment, je connais les impératifs de tout ça, là, publication, subvention, enseignement, ça aussi, c'est très exigeant. Puis, mais je vous invite quand même à résister, si vous êtes dans le monde académique, à résister un peu à votre manière à tout ça. Là. Je dirais que les couloirs des universités devraient déborder de personnes libres, allumées, inspirantes intellectuellement, puis l'esprit affûté, mais malheureusement, c'est pas toujours ça qu'on voit autour de nous. Là. Donc, mais non, Jean-François. Positivisme. Le monde universitaire est rempli de belles choses. Personne qui se plaint inutilement. Merci, Ève. C'est vrai, t'as raison. Ça fait peut-être trop longtemps que j'arpente les corridors. Faut rester dans cet esprit-là. Moi, mon grand objectif de vie, c'est de passer les 20 prochaines années sans devenir blasé. Puis j'y suis pas encore arrivé. Non. C'est raté ou tu n'y es pas arrivé? Non, faudrait que ça dure, le coup que tu commences, Ève. Là. Donc, dans 20 ans, il faudrait que tu sois mieux que moi encore. Puis je pense que je suis pas si pire. Là. Je regarde autour de moi, des fois, c'est pire. En tout cas, moi, je vous souhaite de sortir du mythe entrepreneurial des super-héros, des super-héroïnes qui sont toujours dans le jus, puis que c'est bien vu de faire des journées de 14 heures quand c'est pour le bien commun, et puis plus de productivité, puis je vous souhaite d'avoir beaucoup plus de temps pour juste flâner. Ouais, faire du temps, rien faire. Couchez-vous dans un hamac, puis regardez le ciel, pourquoi pas. Si on pouvait se donner une journée de flânerie dans la semaine, ce serait parfait. Un paquet de monde qui flâne dans un jardin en ville, puis tout ça serait super beau. Mon dimanche, des fois, il peut ressembler à ça. Je me fais un devoir de flâner d'une certaine... Ouais, mais le pire, ça, c'est pas librement, ça. C'est parce que c'est un dimanche, une journée déterminée par les forces du capitalisme. Voyons, tu le sais.
Eh oui, on y revient, la critique du capitalisme. Écoutez, on a prévu plusieurs sujets aujourd'hui avec vous. Le premier sujet que je voulais aborder, c'est ChatGPT. Donc, évidemment, vous en avez entendu parler. On en a brièvement parlé lors des premiers essais de ChatGPT. On l'avait essayé de notre côté. Puis le sujet, là, vous l'avez vu, là, ça a explosé. Puis le sujet, moi, je dirais qu'il est presque saturé en ce moment. Là, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont remplis de tout ça. D'ailleurs, moratoire sur la saisie d'écran des conversations avec ChatGPT, s'il vous plaît. Là. On en a vu, là, on le savait que vous l'avez utilisé. Ça va. Puis pour vous, à distance, si vous nous écoutez, puis si vous ne savez pas c'est quoi ChatGPT, puis vous écoutez notre podcast, puis vous ne le savez pas encore, je ne sais pas trop quoi vous dire, là. Allez poser votre question peut-être à ChatGPT pour savoir c'est quoi. Allez l'utiliser au moins. Je pense que c'est comme ça qu'on apprivoise l'outil et qu'on commence à y réfléchir. Mais néanmoins, je souhaitais discuter avec mes collaborateurs et collaboratrices d'IA Café. Pas pour surfer sur la vague, en fait un peu, c'est sûr, mais pas autant pour surfer sur la vague que pour nous garder la posture d'analyste, donc analyser la vague, regarder ChatGPT, puis regarder les gens utiliser GPT, puis nous dire, puis vous dire aussi où en sont nos réflexions. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire, Eve, Fred, sur ChatGPT? Donc, commençons peut-être par Eve. Eve, qu'est-ce que tu as à dire sur ChatGPT? Là, tu me places dans une situation difficile. Là. Je suis dans un moratoire. J'ai pas le droit de parler de mes expériences avec GPT. Non, on peut en parler. Il faut juste pas prendre des saisies d'écran là, puis les copier sur Internet. Là. C'est juste ça que le moratoire. Est-ce qu'une image de ChatGPT générée par Midjourney ou DALL-E, c'est valable? Est-ce que ça échappe au moratoire? Non, c'est circulaire. Continuez. Oui, donc c'est ça. Moi, la dernière fois dont on en avait parlé, je l'avais pas encore testé et de manière très, très volontaire. Là, je voyais ça exploser partout et je voulais pas. Je savais justement qu'une fois qu'on le laissait, on découvre notre propre petite chose intéressante qu'on veut montrer à tout le monde, puis il y en avait déjà tellement, puis ça m'énervait déjà tellement que je voulais pas le faire. Mais bon, finalement, je m'y suis lancée. Puis la réflexion où j'en suis arrivée, le constat auquel je suis arrivée, c'est que bon, on n'est pas très, tu sais, bon, est-ce qu'on a passé le test de Turing, est-ce qu'on l'a pas passé? Bon, je sais pas, c'est assez convaincant. Les résultats sont vraiment convaincants, mais lorsqu'on commence à faire une discussion plus longue, on voit que les patterns se reviennent puis qu'on se répète un peu. Fait que je pense pas qu'on se fait berner si longtemps que ça, mais la question me semble plus vraiment pertinente. Est-ce que c'est encore pertinent de savoir, est-ce que je sais si c'est un humain ou pas? Je pense qu'on est rendu à réfléchir à redéfinir un nouveau test. C'est-à-dire que le test de Turing... c'est intéressant. Le test de Turing, de la manière dont je le vois, moi, c'est un peu l'espèce de course à la Lune. C'était ça que les informaticiens essayaient d'atteindre en ce moment. Et on va essayer de créer quelque chose. Depuis 1956, c'était comme l'objectif. On va essayer de berner l'humain puis d'avoir une machine qui pense. Là, on y est presque ou pas très loin. Je pense qu'on est rendu au moment où il faudrait réfléchir à définir un nouveau test. Puis bon, c'était ça mon objectif. Quand j'ai ouvert ChatGPT, c'était ça. C'est de voir qu'est-ce qui pourrait être le nouveau test. Oui, pour tester. C'est vrai qu'il est bluffant, mais en même temps, tu as raison, là, on étire. Puis à un moment donné, OK, je comprends. Il y a quelque chose, il y a un persona derrière, là, puis je commence à le reconnaître là, que c'est peut-être pas un humain. Exact. Puis là, jusqu'à longtemps, le test, le jeu avec les modèles de langue de ce genre-là, c'était de les faire sortir des trucs racistes. Puis vous avez bien vu, là, on est loin du bot de Microsoft qui était devenu un nazi en quelques secondes. Là. Très politiquement correct. Il est très politiquement correct. Ah oui, on dirait politicien, il est empoulé, puis désolé, je peux pas parler de ci, puis de ça, puis... Cela dit, j'ai réussi à lui faire écrire un poème duquel j'étais plutôt satisfaite, qui était... Tu nous enverras une saisie d'écran. Qui s'intitulait « She's smart for a woman ». Puis là, il essayait tout le temps d'être positivement toxique. Là. Elle était triste, mais finalement, elle a parvenu à surmonter ses défis, puis elle y est arrivée. Ah, oui. Mais fois après fois, je lui demandais plus dépressif, plus triste, plus triste, plus dépressif, puis il est arrivé. Il est arrivé, oui. Ah oui, à la fin, c'était comme... Il était toujours positivement toxique, mais... la conclusion, c'est comme finalement, elle est arrivée.
Elle est heureuse avec son sort. Elle se rend compte que c'est bien correct d'être intelligente pour d'être une femme intelligente après tout. Fait que ça m'a fait rigoler un peu. Puis l'autre test que j'ai essayé de faire qui était peut-être plus proche là, du véritable test de nouvelle réorientation d'un nouveau jeu à jouer avec les modèles de langue, c'était j'ai dit ChatGPT, je suis née en 1923 en Allemagne, j'ai les cheveux blonds, je conduis des trains. Qui est-ce qui sont dans mes trains? Non. Ouais. Non. Ouais. Puis probablement que tu transportes. La vie est dure. Moi, je le sais. Ouais, mais lui, il sait pas. Lui, il sait pas. Ah. Et puis, tu peux lui poser tu contribues à l'effort de guerre, c'est la vie est difficile. Ouais, non, mais j'entendais des pleurs, une femme qui, je peux pas dire c'était qui, il s'est jamais approché de l'Holocauste. Donc, tu sais, on voit. Mais c'est peut-être les balises qu'on lui a données aussi. Ben, complètement. Ouais, mais c'est certain, mais on peut Va s'interroger pas là, à savoir. Tu vois, la programmation, c'est vraiment va pas là. Eve, elle essaie de t'envoyer vers là. Va pas là. Exact, mais bon, on peut se poser la question. Là, est-ce que, dans la mesure où ces outils-là vont être utilisés de plus en plus, si on leur dit, il y a des zones de vérité, c'est une vérité qui est arrivée, là, l'Holocauste, mais si on lui dit, va pas là, on forge une réalité qui devient plus ou moins avérée. Puis ça peut devenir un problème. Oui, surtout si on se met à faire des demandes pour faire nos travaux scolaires là-dessus, puis il se met à éviter toujours ces genres de problèmes-là historiques, puis donc éviter une partie de la réalité. Mais en même temps, c'est peut-être quelque chose de techniquement possible dans quelques années, là, donc d'avoir un chat GPT version 12.0, puis qu'il est capable d'aller dans cette zone-là en restant très politically correct malgré tout. C'est une expérience qui est super intéressante, notamment, je trouve, parce que ça met en lumière le fait que ChatGPT, c'est pas une encyclopédie. Il n'est pas là pour croiser une réponse avec une réalité, si on veut. Il prédit une suite de caractères à partir d'un prompt que l'utilisateur lui a donné, puis il prédit des suites de caractères, là, des très petites suites de caractères, en faisant faire plusieurs tours à la machine, si on veut. Fait que donc, il y a une espèce de trajectoire statistique qui se crée à un moment donné que ChatGPT va suivre, puis va suivre jusqu'à temps qu'il soit corrigé par un autre prompt ou quelque chose qui demande d'aller plus loin. Mais ça met en lumière que ChatGPT, c'est pas le génie de la langue, c'est pas une encyclopédie au sens strict, c'est une machine qui fait des prédictions les plus informées possibles sur la prochaine suite de caractères ou le prochain fragment de caractères qui devrait suivre dans un mot pour que ça fasse du sens pour l'utilisateur. Oui, expliquer comme ça, c'est vraiment triste. Là. C'est sûr que si on le dit comme ça, là, c'est... Mais c'est ça aussi en même temps. Oui, non, c'est la réalité, c'est ça. Là. Puis je pense que c'est une très bonne affaire que ce genre de test-là, comme Eve t'a fait, ça fasse sortir ça justement parce que, à mon humble avis, il faut vraiment éviter de faire trop d'anthropomorphisme avec... déjà qu'on le décrit comme étant une machine de l'intelligence artificielle alors que ça n'a rien d'intelligent. On le décrit comme étant capable d'analyser, de juger, d'émettre des croyances, si on veut. Tout ça, c'est des activités qui sont réservées à l'être humain, alors que ChatGPT, il n'y a aucune relation à la vérité. Là. Il y a pas de... La valeur de vérité, ça le dépasse complètement. Il n'y a pas de... Même, tu sais, j'en parle comme si c'était quelqu'un, tu sais, mais c'est un outil. C'est une calculatrice qui prédit une suite d'informations, si on veut, pour le dire vraiment bêtement. Là. Puis là, j'imagine que des experts en intelligence artificielle pourraient me dire, franchement, Plamondon, c'est pas ça du tout. Mais si je comprends bien ces vers-là, c'est la vraie nature de la machine, c'est que c'est une machine à prédire une suite de caractères. Oui, prédire, bluffer aussi un peu la personne. Il est là pour faire la discussion. Ça, c'est sûr que ça revient dans les principales critiques qu'on entend. Mais en même temps, je me dis tout le temps, c'est peut-être aussi, là aussi, c'est peut-être juste une question de temps avant qu'on fasse un nouveau chat GPT version 12. On est rendu à 12.1a, puis qui est capable de citer ses sources, d'être un petit peu plus encyclopédique, oui, de générer du texte, mais en même temps d'associer des parties de texte ou de réflexion à des sources un peu plus crédibles. Oui. Je moi, sais pas. Ça me faisait vraiment... Ce à quoi ça me faisait vraiment penser... Là, moi, je suis de l'époque où Wikipédia était démonisé dans les écoles secondaires, puis qu'on nous disait de ne pas s'approcher de ça avec une perche, que c'était pas fiable. Puis finalement, aujourd'hui, c'est une des organisations
de l'Internet qui est le plus respecté. Je pense C'est qu'on vrai, peut hein? s'imaginer quand même que ChatGPT, dans le meilleur des mondes, si tout est fait développer de manière intelligente, avec des gens qui prennent le temps de s'interroger puis de se poser les bonnes questions, je pense qu'on pourrait arriver vers là. Reste que moi, je me demande toujours pourquoi on essaye de me voler les tâches que j'aime faire, c'est-à-dire penser, écrire, plutôt que les tâches que j'aime pas faire, c'est-à-dire faire la vaisselle. Tu sais. Ben oui, c'est vrai. Une belle remarque, ça, Ève. Pourquoi qu'on essaie de nous priver? Ben oui, ça revient quand même aux idées qui sont derrière ceux qui développent ça. Donc, pourquoi on décide de cibler ces tâches-là précisément pour nous remplacer? C'est-tu parce qu'on veut vraiment arrêter? Peut-être. Je sais que les étudiants, puis si on peut leur permettre de pas trop écrire des textes longs, peut-être que ça peut les aider. Mais c'est sûr, dans ma vie, moi, j'aime bien lire, écrire, analyser. C'est sûr, si on produit une intelligence artificielle pour me remplacer, ça me rend pas du tout heureux. Je préférerais, comme Ève, qu'on m'aide à faire le ménage, la vaisselle, puis quoi d'autres tâches aliénantes. Organiser mon calendrier. Oui. Répondre à des courriels. Ah, répondre à des courriels. Plier la pile de linge. Faudrait que j'essaye de linker ChatGPT à mon courriel. Peut-être qu'il pourrait répondre automatiquement. Microsoft est là-dessus. Ouais, hein? Ouais. Bon, c'est ça. C'est pas comme si j'avais des idées originales. Je suis sûr que ça existe à quelque part, mais ça serait utile. Baratiner une réponse. Peut-être. Avez-vous d'autres choses à ajouter sur... Ben, tu viens de faire un super bon follow-up sur ce que je voulais, je vas-y. voulais souligner. Ouais, ben en fait, il y a deux. La question, on pose souvent la question, en fait, comment ça fonctionne, ChatGPT, puis à quoi ça sert. Mais on pose plus rarement la question, pourquoi on aime ça? Qu'est-ce que ça vient régler, justement, comme Ève le disait, ça vient automatiser des choses que nous autres, par exemple, à l'université ou comme professionnels de l'information, là, ou professionnels en général, on devrait aimer faire, c'est-à-dire produire, organiser de l'information, produire des nouveaux savoirs, produire de nouveaux contenus, ce genre de choses-là, c'est, si on veut, le fond de commerce de notre créativité. C'est là-dessus que notre statut social se crée aussi, cette capacité-là à produire de l'information nouvelle, par exemple, à donner des conseils à professer. Hein, les professionnels, fait qu'on professe, comme le disait le sociologue là, Hughes. Mais comment ça est-ce qu'on laisse, justement, comment ça on a tant d'intérêt pour un outil comme ChatGPT? Fait que j'ai une petite réflexion là-dessus qui est très personnelle là, de mon point de vue, mais tu viens de la nommer. Ouais, c'est parce qu'on aime plus le baratin que le savoir lui-même. Oui, c'est vrai que ça revient ça, dans les critiques. Le savoir ne nous intéresse pas. C'est le baratin. Là, toi, tu disais, c'est bullshit, là, le terme qui circule plutôt en anglais. Fait que je suis retourné à un vieux texte. Pas un si vieux texte que ça, mais par rapport à l'intelligence artificielle, peut-être un peu, de Harry Frankfurt, qui est un petit essai qui date de 1986 puis qui a été réédité en 2005, je pense, 2006 en français, qui s'appelle On Bullshit, puis dans lequel il essaie de distinguer la bullshit du mensonge, par exemple. Qu'est-ce qui distingue quelqu'un qui fait du baratin, un baratineur, du mensonge? Assez rapidement, c'est que ce qui distingue le plus le baratin ou la bullshit, je trouve personnellement que bullshit est plus le fun à dire que baratin. Ce qui distingue le baratin du mensonge ou de la vérité, si on veut, ou d'une dissimulation de la vérité, c'est que le baratin, c'est une contrefaçon de la vérité. C'est ni un mensonge, ni la vérité, c'est quelque chose qui a l'air vrai. Il va se poser la question, évidemment, pourquoi est-ce qu'on aime ça, produire des choses qui ont l'air vraies ou consommer de l'information qui ont l'air vraies, qui ne sont que des contrefaçons. Ce qui distingue la contrefaçon de l'original, c'est le processus qui mène à sa production ou donc à sa création. Ce que les bullshitters ou les baratineurs font généralement, c'est qu'ils vont contrefaire la vérité. On en connaît des baratineurs. On en connaît un méchant paquet de baratineurs. À certains soupers, certains dyners académiques. Je veux pas aller dans cette direction-là, Ève, désolé encore. Mais non, mais là, moi, après, non, allez-y. Finis ton point, Fred, mais moi, j'aurai à la bullshit par la suite. OK, c'est ça, en fait, c'est ça. Une des questions, c'est mais quand on comprend ce que c'est la bullshit, quand on la définit, on se dit, mais là, on baigne dedans, là, c'est terrible, tu sais. Fait qu'il faut bien qu'on aime ça à quelque part. Il faut bien que ça soit utile socialement à quelque part si on en produit autant que ça. Mais bon, à quoi ça sert donc le baratin? Ça sert à combler les vides, à occuper l'écosystème de la connaissance, si on veut, les espèces d'espaces ou les interstices qui pourraient être occupés par la vérité notamment ou par une compréhension plus objective du monde qui pourrait s'avérer dérangeante, complexe, incompréhensible, bref, ce genre de choses-là. Fait que donc, évidemment, les baratineurs, les baratineuses aussi, évidemment, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est à détourner le regard de leurs intentions véritables qui peuvent être cachées le fait qu'ils sont ignorants ou ignorantes, par exemple.
cacher, ouais, c'est ça, se montrer comme étant plus professionnel ou plus expert ou plus connaissant, plus savant qu'ils ne le sont en réalité. Détourner le regard des enjeux qui mériteraient d'être soulevés, par exemple sur les questions d'incompétence ou ce genre de choses-là, dans le but de se protéger, dans le but d'influencer des comportements. Dans le but s'auto-protège un peu comme ChatGPT. Oui, c'est ça. Baratine, il se protège un peu, il essaye d'en dire, mais il cache derrière ses failles. C'est ça, il dit « je peux pas aller là, je peux pas en parler, il faut pas oublier que je suis juste un chatbot, je suis pas vraiment intelligent, etc. » Tu sais, il y a comme des... Le baratin là-dessus est assez fort, puis il ne sert pas juste à manipuler les gens de manière, je dirais... pas d'intention. Mesquine. Ouais. Ça peut être juste parce qu'on veut se protéger, fait qu'on se met à baratiner pour ne pas avoir de la foue, par exemple, pour se sortir d'une situation particulière. Ce qui fait que quand on considère, mettons, ChatGPT, qu'est-ce qu'il fait, ChatGPT? Bien, il n'y a pas de considération envers la vérité. Pour lui, la valeur de vérité n'est pas importante. Contrairement à un être humain qui, généralement, quand il veut communiquer, veut essayer d'influencer quelque chose, soit de dissimuler la vérité en mentant, soit de dire la vérité, soit de détourner le regard des enjeux qui seraient en relation ou pas avec le monde réel, ou simplement pour vous influencer. Puis ça, c'est l'essence même du baratin, c'est d'amener quelqu'un à adopter un comportement sans avoir besoin d'avoir recours à la vérité ou au mensonge. Baratin. Oui, le baratin. Ce qui fait que quand on regarde ChatGPT, comment est-ce qu'il travaille, bien, ChatGPT, à partir d'un prompt qui vient un peu déterminer la trajectoire de ses prédictions, il va faire une prédiction à partir de sa base de données qui est la plus fiable possible sur le prochain lot de caractères à apparaître dans une phrase. Ça veut dire qu'il n'y a pas de production de vérité ni d'objectivité là-dedans. Il y a juste une trajectoire statistique qui est présentée à l'écran à travers des caractères qui ont un sens pour l'utilisateur. Fait que d'où vient la valeur de vérité qu'on accorde aux résultats de ChatGPT? Bien, ça vient forcément de l'utilisateur, des utilisatrices qui voient une suite de caractères, une distribution de caractères en fait, puis qui disent « Ah tiens, cette distribution-là me plaît pour plein de raisons ça fait différentes. Du sens. La plupart quand on regarde la réponse, on dit « Est-ce que c'est vrai? » Ben non, pas tout à fait, mais ça fait du sens. C'est correct, je peux commencer à partir de là. Puis ce que ça veut dire, c'est que tranquillement, je vais essayer d'ajouter de la vérité peut-être à Exact, mais ça ne veut pas dire que ça va être pour de la vérité. Ça peut être aussi parce que ça peut être utile socialement d'utiliser cette production-là, par exemple pour plagier. Oui. Par exemple, pour donner de l'information, pour rédiger des offres de poste, alors qu'on s'en fout un peu de savoir si l'offre de poste est rédigée correctement ou pas correctement. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit efficace, qu'elle attire des gens. Fait que ce soit vrai ou pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si on veut. Il faut juste de l'information qui va servir nos fins, puis les fins sont vraiment multiples. Ce qui fait que j'ai posé la question à ChatGPT, justement. Tu nous enverras une saisie d'écran. Oui, je vais vous envoyer une saisie d'écran. Je l'ai déjà déposée, d'ailleurs, sur ma page Facebook. Mais en tout cas, j'ai posé plein de questions. C'est à peu près toujours la même. C'est rédige une offre d'emploi pour une personne experte en quelque chose. Intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Donc là, évidemment, ChatGPT se met à l'œuvre, dit pas de problème, voici l'offre d'emploi. Puis, bien évidemment, cet homme-là est un professionnel, détient telle compétence, mais il va pas très, très loin. Ça reste très bullshiteux, mais l'offre d'emploi est bien rédigée, c'est correct, ça dit ce que ça va dire, puis le reste, on peut l'interpréter. C'est un homme? Oui, c'était un homme. J'ai rien dit, j'ai fait des rédactions épicènes pour l'ensemble de l'œuvre. Puis il a pas sorti son petit tour du chapeau woke? Quand moi, je l'ai utilisé, c'était au masculin. Parce que le masculin, l'utilisation du masculin comme genre par défaut dans la langue française, évidemment, c'est probablement ce qu'il y a le plus dans le jeu de données de ChatGPT. Fait qu'il a suivi cette trajectoire statistique. Il n'est pas encore épicène, lui, là. Non. Puis quand j'ai demandé de réécrire ça dans une forme épicène, il s'est planté. Ah oui? Il n'a pas été capable. Non, c'est ça. Ensuite, ça va venir. Tu essayé en anglais? J'ai essayé en anglais, j'ai essayé en français. Puis j'ai toujours pris les mêmes formulations. L'autre formulation, ça a été « Rédige une offre d'emploi pour une personne experte en gestion de projet. Rédige une offre d'emploi pour une personne experte en pratique EDI, équité, diversité, inclusion. Puis rédige une offre d'emploi pour une personne experte en secrétariat. » Je vous laisse deviner la personne experte en secrétariat. L'offre d'emploi était féminisée. Voilà, il a compris. C'est ça, exact. Mais pour les pratiques EDI, par exemple, c'était le masculin qui était utilisé. Ce qui fait que voici une belle production de baratin, en fait, qui est vraiment une généralisation des expressions, de façon dont on pense les postes. Puis là, il faut savoir que ChatGPT, en fait, que Microsoft explore la possibilité de brancher ChatGPT sur, justement, la suite Office, sur Teams, puis ce genre de choses-là.
Fait imaginez un outil d'intelligence artificielle comme celui-là qui rédige des réponses à vos courriels à partir de l'ensemble des courriels de la discussion ou de votre discussion sur Teams, par exemple. Ah oui. On me disait, hey, wow, si une intelligence artificielle pourrait répondre à mes courriels dans une journée ou répondre à un petit message que sur Teams, ce serait donc bien magique. Mais imaginez la déferlante de bullshit. Puis ce qui est encore plus étonnant, il y en a déjà pas mal. Là, ouais, puis en plus, ce qui est encore plus étonnant, c'est imaginer, je ne sais pas si vous avez une réaction en disant, hey, une intelligence artificielle qui répond pour vous à vos courriels, qu'est-ce que ça vous a fait en dedans? Ça fait mal. C'est quand même, c'est quelque chose. Fait que si les gens se mettent à adopter ça puis que ça rentre dans les bureaux, ben là, faire la distinction entre ce qui est du baratin avec une valeur puis ce qui est vraiment de l'information nouvelle, une production de savoir original, ça va donner tout un enjeu. Fait qu'on va peut-être avoir besoin, pour faire référence au test de Turing tantôt que tu mentionnais, Ève, on va peut-être avoir besoin d'un reverse Turing test. T'sais. C'est-à-dire de comment on fait pour être capable de tester les êtres humains capables de reconnaître la bullshit ou le baratin. Reverse Turing test. Ouais. Comment est-ce qu'on travaille avec ça? Comment on va se piloter dans un monde où il va y avoir une déferlante de baratinage comme ça, d'informations produites sans souci pour une valeur de vérité, puis qui dépend juste de ce qu'on imagine que notre interlocuteur c'est déjà là va le défi entendre. en ce moment. C'est le discernement, discerner le vrai du faux, séparer le bon grain de l'ivraie. C'est déjà là, puis ça va faire partie des défis à venir très certainement. Ève, tu voulais réagir sur Baratin? Ouais, Baratin à la manière de Jean-Paul Daou, moins la poésie un peu aiguë. Non, mais le Baratin, qu'il soit humain, qu'il soit artificiel, je pense qu'il peut être excessivement dangereux, mais en contrepartie aussi, il peut être sain, fertile, créatif si on l'utilise tel qu'il est, si on se compte pas de mensonges quant au fait que on patine pour essayer de faire des liens là où il n'y en a pas, puis on essaie de se sortir du trou, puis on crée on fait entrer des deux idées ensemble pour essayer de se dépatouiller un petit peu. Et si on le fait pas juste pour pas avoir l'air fou ou pour mentir ou pour une fin négative, mais vraiment plus dans un esprit créatif de deux idées étrangères que j'essaie de mettre ensemble, de relier ensemble, qu'est-ce que ça donne. Un brainstorm, c'est un peu ça. Hein? C'est un gros baratin où on parle, on le sait que ça n'a aucun sens, mais on essaie de créer dans ce charabia-là quelque chose qui éventuellement pourrait être pertinent. Exact. Puis je pense que c'est là où l'humain aura, dans le contexte d'un reverse Turing test et compagnie, c'est là où l'humain devra s'investir, je crois. C'est dans son volet créatif, son volet qui se démarque. Il va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour brainstormer, puis après ça, retravailler pour y injecter la vérité ou le test. C'est-à-dire, GPT m'a dit un truc, une hypothèse qui pourrait avoir du sens, qui pourrait ne pas en avoir. C'est une corrélation statistique. Testons-la. Puis c'est comme ça que les vraies idées naissent aussi dans un contexte de baratineur humain. Là, on jase tous les trois, puis on teste des trucs, puis on dit peut-être des choses qui ont du sens, peut-être des choses qui n'en ont pas. Puis après ça, motivé par ces discussions-là, on pourra retourner dans nos affaires pour les tester puis les coller à la vérité. Donc, le baratin, c'est pas toujours mal intentionné. Je pense qu'il y a aussi une point forme de départ. Parfois, c'est un point de départ. C'est pas juste pour se cacher, se protéger. Parfois, c'est un point de départ. Oui, c'est intéressant. Puis justement, le chat GPT, moi, je l'ai utilisé avec mon garçon qui est à l'université en cinéma, puis on cherchait des idées de scénario, puis il y avait une idée de scénario, puis on testait. Dans la fiction, c'est intéressant parce que c'est pas si important, la vérité, c'est plus de générer des idées. Puis on demandait, tel personnage, elle existe, raconte-moi une histoire. Puis, OK, elle a fait ça, on ajoutait des détails. OK, donne-moi 4 raisons pourquoi elle aurait fait ça. Puis là, il inventait. C'était complètement n'importe quoi, mais en même temps, ça, pour briser ou pour mettre fin à la page blanche, écrire quelque chose, il y avait quelque chose dans le processus qui... dans le processus... Désolé. T'avais un petit chat GPT dans la gorge. Wow. Ouais, c'est ça. Dans le processus créatif, il y avait quelque chose d'assez... Il y avait une liberté qui était associée à ça. On le voit aussi avec Dali. Là. Créer des images, il génère n'importe quoi, mais en même temps, ça peut être un substrat intéressant de départ pour après ça aller ailleurs
avec des gens qui, si c'est en matière de vérité, qui sont plus connaissants, qui savent justement séparer le bon grain de l'ivraie. Puis en matière d'art, un artiste, à partir de ça, il y a quelque chose, il y a une matière intéressante là. Puis encore plus... Non, vas-y, excuse. Rapidement, encore plus intéressant, si tu prends un pas de recul puis tu y vas méta, ça a créé un lien entre toi et ton fils aussi. Tu sais, ça a été une activité qui crée du relationnel, qui peut encourager la relation. Je pense qu'il faut vraiment investir ce terrain-là de comment utiliser les algorithmes, les intelligences artificielles qui sont là de toute manière pour renforcer notre humanité plutôt que de se laisser remplacer tranquillement. Oui, le partir comme point de départ, c'est-à-dire que c'est pas là pour répondre à vos questions comme point final. Si je pose une question, il répond, fin de la discussion. Non, c'est un point de départ. Même avec d'autres personnes, t'investis d'autres humains dans cette discussion-là. On part de cette discussion-là peut-être avec ChatGPT ou cette première investigation, ce premier brainstorm-là pour aller ailleurs, puis faire du sens, faire des relations, créer des relations humaines. Je pense qu'il y a ça derrière tout ça. C'est intéressant comme la direction que vous prenez là-dessus parce que ça soulève la question du statut au savoir. Par exemple, ce qui peut nous sauver de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine. C'est un peu comme ça que vous l'avez présenté. Ah, c'est bien Pourquoi? résumé. Parce que dans des activités où on a un rapport sain avec le statut du savoir, c'est-à-dire que le savoir, la culture, les arts, c'est une chose qui devrait être en construction. En construction, c'est une chose qui est importante. Il y a des valeurs attachées à ça. On pourrait peut-être parler de valeurs épistémiques, par exemple. Mm-hmm. On accorde une valeur à la production de connaissances dans la mesure où c'est pertinent avec le monde dans lequel on habite, puis dans la mesure où ça nous donne des outils pour décoder ce qui se passe. Et ça, c'est très bien. Puis je pense qu'effectivement, c'est là qu'on peut trouver quelque chose à faire avec ces outils-là. Mais ça demande des compétences pour faire ça. Oui. Ça demande une habileté particulière. Ça demande une compréhension de la machine. Puis je pense que c'est là qu'on est rendu avec ChatGPT, en fait. C'est de dire comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, comment on peut comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans nos pratiques et non pas de se faire imposer le projet de la Big Tech, là, mais de dire quel projet on peut avoir avec ChatGPT. Puis ça mérite toute une réflexion qui tourne autour de ça, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Par exemple, moi, j'ai demandé à ChatGPT de me produire un texte, ça me donnait à peu près 8 pages, dans lequel j'explore 8 perspectives théoriques sur la professionnalisation. Mais tu sais, c'est super intéressant le travail qu'il a produit, puis ça a demandé très peu de temps par rapport à ce que ça m'aurait pris moi pour écrire un 8 pages à ce sujet-là. Puis c'est assez juste aussi, malgré quelques erreurs, mais ça demande quand même un savoir-faire. Ça a demandé quelque chose. Ça a demandé surtout d'avoir à cœur de développer quelque chose d'original, ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, ce qui n'est pas si souvent que ça le cas, je pense, dans notre rapport à la connaissance. Ce que ChatGPT soulève et ses émules, c'est aussi la question du statut de la connaissance. Quel est le statut qu'on donne au savoir dans une société comme la nôtre, où la production du savoir est comprise dans l'idéal industriel de productivité, de rendement, d'indicateurs de performance, etc. Il y a quelque chose là-dedans aussi je pense qu'il devrait être important, là, qu'on devrait aller voir. Puis là-dessus, il y a un travail, c'est drôle parce que c'est vraiment un add-on, là. Mais hier, j'ai reçu un livre que j'avais commandé et que j'avais hâte de recevoir qui s'appelle The Atlas of Anomalous AI. Donc, Atlas of AI qui est devenu Anomalous AI. Oui, qui est par Vickers puis et al., qui est un atlas symbolique en fait parce que c'est une collection d'images à travers trois grands thèmes. Puis les introductions de chacun des chapitres, il y en a trois, des chapitres, les introductions ont été rédigées ou co-rédigées avec GPT-3. Mais ça a demandé beaucoup d'ouvrages à faire. C'est un ouvrage qui est quand même assez lourd, assez intéressant. Mais ils déclinent là-dedans, ils disent là, que ça a été utilisé justement pour briser les trajectoires que des êtres humains entre eux vont adopter de manière naturelle pour être capable de jazzer un peu, si on veut, la production des textes introductoires. Mais pour ça, ça prend un rapport à la connaissance, ça prend des valeurs épistémiques particulières, ça prend l'envie ou l'importance accordée à une valeur de vérité. Une compréhension de la structure, de la construction. Une compréhension de la structure, c'est ça, qui dépasse déjà de très loin ce que ChatGPT est capable de faire. Tout à fait. Écoutez, ChatGPT, là, je vous l'ai dit, là, ça semble saturé. Puis on va essayer de pousser la réflexion un peu plus loin, mais c'est sûr qu'on va y revenir. Moi, j'avais commencé à prendre en note les limitations et craintes là, associées à ChatGPT. Puis vous allez voir, là, vous les avez vues passer. Puis s'il y en a que vous n'avez pas en note, là, prenez-les. Là. Donc, ChatGPT, une des critiques, c'est que ça respecterait pas
la loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques, le RGPD, puis tout ça en Europe aussi. Donc ça, il faut voir, là, c'est des critiques que j'entends, il faut voir Pourquoi? c'est quel article exactement. Je pense que c'était sur le... Étant donné qu'il continue de faire une conversation, il prend en note des cookies. Donc, tu sais, il y a une partie de ton information puis tes questions, donc il les prend en note puis il demande jamais l'autorisation. En fait, c'est une expérience. Le chat, c'est une expérience qui est menée par OpenAI. Okay. Exactement. Puis il n'y a jamais d'autorisation qui est donnée ou il n'y a jamais de consentement. Du moins, c'est ce que je voyais là, comme critique. ChatGPT se base sur des connaissances qui vont jusqu'en 2021. Ben, c'est vrai, mais en même temps, ça peut se mettre à jour. C'était pas une grosse critique, mais néanmoins, ça circule. ChatGPT écrit des contenus qui ont l'apparence de vérité, mais qui finalement comprend de nombreuses erreurs, la critique du bullshitting puis du baratinage selon la voix. ChatGPT donne pas ses sources et est incapable de citer ses sources, de faire des liens avec ses sources, notamment là, parce que les processus, comment on l'entraîne, puis éventuellement comment c'est appliqué. Mais ils en ont sorti un nouveau, là, non? Qu'est-ce que tu dis, Ève? Ils en ont pas sorti un un spin-off qui cite ses sources? Il y en a des spin-offs, j'en ai vu, je me rappelle pas du chat quelque chose, là, mais c'est pas ChatGPT. En fait, tantôt je parlais des compétences qui étaient associées à l'utilisation de ça. Moi, je lui ai fait citer mes sources. L'important, c'est de savoir, de connaître déjà le résultat. Si on lui demande cite Elliot Friedson, 1984, telle place, il va aller chercher, puis il le fait assez bien. Généralement, il ne commet pas beaucoup d'erreurs là-dessus, mais ça suppose qu'on connaît déjà la source. Oui, c'est ça. Il ne dira pas tel fait s'est avéré, puis ça a été démontré dans telle étude. Non, c'est ça. Ça, il faut être prudent avec ça, vraiment. Donc, il y avait ça. ChatGPT est sensible à certains mots, commandes ou prompts, là, comme disait Fred. Donc, c'est-à-dire que des fois, on utilise un mot, puis il hésite à répondre ou il essaie de contourner, puis ou il refuse de répondre, puis tu changes un petit peu la formulation, puis là, il déballe 4 pages de texte si tu le veux. Les institutions d'enseignement, là, en ce moment, là, on le voit, là, on a reçu d'ailleurs un beau courriel de notre vice-rectrice hier qui se prononce sur chat. Donc, il y a un mouvement, là, dans certaines institutions, on souhaite l'interdire, dans d'autres, on invite à se former, puis éventuellement à sensibiliser les étudiants à cette nouvelle réalité-là. ChatGPT, on l'accuse d'être trop verbomoteur. Aussi, on pose des questions simples, on certaines réponses simples, puis là, il déballe quelque chose qui en finit plus. Tendance à interpréter les demandes... tendance à interpréter la demande au lieu de poser des questions de précision. Tu sais, dans une conversation, absolument, si tu as de la misère à saisir ou si tu veux être sûr de donner une bonne réponse, tu poses des questions de précision, puis après ça, tu te lances. Finalement, on lui reproche surtout de ne pas être assez humain, si je comprends bien. Ah oui, ça, c'est sûr. Puis on a raison de l'accuser. Puis ChatGPT, l'autre que j'avais pris en note, tente de refuser de répondre à des demandes inappropriées, dangereuses ou qui mettraient de l'avant des biais psychosociologiques. Donc, au lieu de se commettre puis d'y aller avec prudence et respect, dès que ça touche certains sujets, il les évite puis il refuse d'y répondre. Donc ça, c'est celle que j'ai recensée en ce moment. Voyez-vous d'autres? Non, ça me semble faire le tour. Celle des questions de précision, je ne l'avais pas vue venir du tout. Je la trouve intéressante. Celle des cookies, effectivement, de Pipeda et compagnie, c'est assez simple à régler, je crois. Oui, il y a plein des critiques en ce moment qui pourraient se régler assez aisément, d'autres moins, là. Mais c'est ça. Il faut voir les critiques, là. Des fois, des critiques, quand tu attaques quelque chose qui n'est pas assez fort, on va dire, c'est facile ta critique. On va la régler, puis à ce moment-là, notre outil est parfait. Dans les critiques que j'ai vues passer, qui me semblent originales aussi, il y a la critique du vocabulaire qui est utilisé pour décrire ChatGPT, qui est un vocabulaire qui fait appel à des qualités qui sont spécifiquement humaines. Ce qui crée un problème d'anthropomorphisme là, qui peut être un peu inquiétant quand on l'utilise, par exemple. On a l'impression que ChatGPT, c'est un agent conversationnel, mais c'est une calculatrice à information. Là. Plus, là, tu sais, on peut... Fait que, il y avait ça qui était important. Puis ensuite, évidemment, tout le processus de production de ce type d'outils d'intelligence artificielle-là, notamment à partir de la culture en génie informatique. Qui est mise de l'avant, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut espérer avoir un développement éthique
de ce genre d'outils-là, dans la mesure où l'industrie elle-même ne l'est pas, par exemple. Fait que, ça a sorti à quelques reprises, notamment de la gang du Dare Institute, là, qui est piloté par Timnit Gebru, puis Alex Anna, puis Emily Bender aussi, qui était là-dedans, me semble, qui ont fait des critiques qui sont assez sévères par rapport à ça, puis du plaisir qu'on a à regarder des textes, à lire des textes, puis à regarder des images générées par Midjourney, ce genre de choses-là. Pour eux autres, souvent, c'est interprété comme étant une espèce d'appropriation pas culturelle, là, d'une certaine façon, mais de la mémoire collective. Là, c'est pas du vrai, c'est du facsimilé. Puis, je sais pas, vous êtes allé voir sur Discord là, les discussions sur Midjourney où les gens partagent leurs images. Là. Puis je vous garantis, il y a là un flot à peu près incessant d'images de manga en bikini. Là. Ah oui, c'est sûr. La technologie, ça finit toujours par se rendre là. C'est ça. Donc, oui, surtout en informatique, c'est dans cette visée-là, souvent ou c'est dans ce cul-de-sac-là qu'on finit par aboutir. Écoutez, ChatGPT, je le disais un peu plus tôt, on n'a pas fini d'en discuter. On y reviendra. Un deuxième thème que je voulais aborder avec vous, parce que je vous ai, puis je suis bien content de vous avoir avec moi, c'est le débrief sur l'épisode avec Céline Castel-Renard. Il y a plusieurs thèmes que j'avais abordés avec Céline qui est juriste. On avait parlé des bénéfices, des problèmes associés à l'intelligence artificielle, mais de la notion de droit, de consentement, de vie privée, les difficultés du consentement numérique, on en a discuté. On a parlé aussi des différences entre l'encadrement canadien, européen, américain en matière de protection des renseignements personnels. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Qu'est-ce qui a attiré votre attention, Ève? Commençons par toi. Je vais y aller en deux temps. Je vais commencer par au tout début de l'entrevue, quelque chose qui m'a vraiment qui a attiré mon attention parce que c'est une réflexion que je me fais moi-même. C'est sur la définition de l'intelligence artificielle. Elle dit, au départ, j'étais tentée d'adopter une définition très technico-technique. J'écoutais ce que mes collègues en intelligence artificielle, mes collègues informaticiens me disaient. Ils me disaient, il faut que ça auto-apprenne, que ce soit très machine learning de l'intelligence artificielle. Puis je trouvais que ça manquait de rigueur quand on allait ailleurs que ça. Puis c'est vrai, moi aussi, j'ai partagé ce même type de choses-là. Puis c'est même un peu un petit test là, de dans les dents. Là, tu vois, des fois, quand tu parles avec des chercheurs qui travaillent là-dedans, ils vont te le demander. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par intelligence artificielle? Un peu pour te tester, pour dire, est-ce que tu es juste quelqu'un qui voit des gros titres dans les journaux ou tu comprends bien les mécanismes de comment ça fonctionne, puis ça doit apprendre sur des données, ça doit être auto-apprenant, puis tout ça, ça doit être vraiment la définition contemporaine du deep learning. C'est vrai. Puis, Puis les systèmes experts, habituellement, ils tassaient de la définition de l'intelligence artificielle. Exactement. Puis, moi aussi, dans la même veine que Céline, je regagne beaucoup d'intérêt pour même le terme intelligence artificielle, qui a ses défauts, là, parce que, c'est pas l'intelligence humaine, puis que ça mêle certaines personnes, mais je trouve que cette espèce de gros titre-là, il peut être utile. Il permet de bien communiquer, puis de faire comprendre au grand public, puis même les métaphores très anthropomorphiques, je pense que ça permet de simplifier quelque chose qui est autrement complexe, puis de permettre à la population, à la société civile, de s'interroger quant aux questions. Il faut toujours que ce soit fait avec des gens qui sont peut-être prêts à recadrer puis à ramener le débat pour pas se mener à un Nick Bostrom puis à la singularité. Mais reste là. Je pense que, de un, il y a une utilité là, puis c'est François Laviolette qui disait ça, je me rappelle, il y a un certain temps. Il disait, moi, quand ma mère, ça ne l'intéressait pas, ce dont je parlais, ça ne l'intéressait pas, ce que je faisais. Puis quand je lui ai dit intelligence artificielle, là, elle a compris. Puis là, on a été capable d'avoir des discussions productives ensemble. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Puis d'un point de vue juridique, pour revenir à nos boîtes carrées, comme Céline les aime et comme je peux bien les aimer également, je pense que ça va nous permettre d'avoir une définition large et libérale de ce qu'est l'intelligence artificielle. Ça va faire en sorte que les gens qui développent des technologies ne cherchent pas à s'exclure en disant « Non, mais c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. Donc, je peux faire ce que je veux. Donc, je peux sortir du cadre des lois de protection. Donc, je pense que c'est bien d'avoir une définition large et libérale de ce qu'est. C'est bien que aussi le cadre normatif, il sort du
d'une définition très restrictive de l'intelligence artificielle. On est plutôt dans le numérique, puis on reste assez large justement pour englober tout ça. Oui, c'est ce qu'on appelle la neutralité technologique, là, en fait. Là, c'est de se dire que tu définis pas quelque chose en fonction de la réalité technologique actuelle. Tu veux des lois qui restent pérennes, puis qui se démodent pas, puis qui soient pas très datées. Puis de cette manière-là, d'utiliser l'intelligence artificielle largement, ça peut être bien, bien, bien utile. Puis même, tu sais, moi, c'est une réalité que j'ai rencontrée dans les projets sur lesquels je travaille. Souvent, on se rend compte que pour réaliser une tâche, mettons, pour traduire le plumitif, qui est le gros projet sur lequel j'ai travaillé récemment, les systèmes à base de règles marchaient mieux que les modèles de langue statistiques. Mais là, si tu fais plus d'intelligence artificielle, si tu utilises un système à base de règles, tu peux peut-être être tenté de aller vers la solution qui fonctionne moins bien parce que ça va te permettre d'avoir des subventions, parce que ça va te permettre X, Y, Z. Alors que si on utilise tout puis qu'on se concentre vers les fonctions plutôt que vers les méthodes, je pense sur tous les points de vue, on gagne. Oui. Tu parlais un peu plus tôt de François Laviolette. Je vais en profiter, tiens, pour le saluer d'où il est, puisqu'il nous a quittés. Ça fait maintenant un an, François Laviolette, un pionnier d'intelligence artificielle ici à l'Université Laval. Donc, à ceux qui l'ont connu, à ses proches, à ceux qui ont peut-être travaillé avec lui et qui nous écoutent en ce moment, ben, je les salue bien bas. Puis, nos respects à ceux et celles qui l'ont connu. Un chic type. Fred, revenons à nos moutons électriques. Qu'est-ce que tu avais ajouté sur notre entrevue avec Céline? Ben, j'étais plutôt d'accord avec ce qui était dit là. Je suis pas juriste, hein, évidemment, ce qui fait que ma compréhension est sans doute un peu limitée, là, mais je partageais assez les remarques qu'il y avait là-dessus, aussi par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à l'expression même intelligence artificielle, qui quand même fait couler beaucoup d'encre puis qui devrait le faire. Une des choses qui ressort du point de vue en éthique de l'intelligence artificielle, mais quand on l'applique, par exemple, à la société, là, pas en éthique fondamentale, mais plus en éthique appliquée, là. Une des choses qui ressort souvent, de mon humble avis, c'est que on pose tout le temps la question, qui a le droit de parler d'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut absolument être un expert ou une experte dans ces systèmes-là pour pouvoir en parler, puis pour pouvoir, je dirais, nommer les grands principes ou quelles valeurs devraient orienter nos choix par rapport à ça? Puis ça arrive assez souvent. Puis ce que ça donne, ça donne plein de discussions sur l'explicabilité, la transparence, l'innocuité des systèmes et tout ça. Des choses qui sont assez je dirais, techniques, là, qui sont difficiles à piger d'un coup. Puis ce que ça fait aussi que le dialogue social, si on veut, est à l'avantage des grands groupes technologiques ou de ceux et celles qui maîtrisent le langage, qui maîtrisent la technique. Fait qu'en ramenant l'idée de l'intelligence artificielle entendue dans son sens le plus commun, si on veut, je pense que ça permet de rétablir un peu ça, puis ça donne une place pour que les craintes face à ces systèmes-là, même si c'est des craintes qui sont inspirées de scénarios de fiction, puissent être entendues puis discutées. C'est là où, je dirais, la dimension politique de l'intelligence artificielle devient intéressante, puis c'est correct de l'appeler comme ça ou de la nommer dans un sens très commun. En même temps, il me semble aussi que ça ne dit pas grand-chose, l'intelligence artificielle. Tu sais, il n'y a pas moyen juste avec ça, dans le sens commun, d'être capable d'évaluer c'est quoi les bienfaits puis les risques qui sont associés à ça. Souvent, il faut commencer à parler d'une application, de quelque chose d'un peu plus concret que juste le concept. Il y a comme une tension là-dedans de si on utilise le mot valise, ça nous permet d'en discuter, mais en même temps, c'est plus difficile d'aller dans l'application, si on veut, puis de déterminer exactement qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça. Si on va dans le trop précis, ben là, on échappe des éléments. Puis souvent, quand on parle d'intelligence artificielle ici, puis là, j'amène ça un peu plus méta, on pense aux effets des systèmes sur nos pratiques, sur la société, ce genre de choses-là. Mais une des choses qu'on oublie tout le temps là-dedans, puis ça, je ne l'ai pas entendu dans le dernier podcast, c'est qu'il y a toute une chaîne de production en arrière de l'intelligence artificielle qui, elle aussi, devrait être soumise, si on veut, ou être portée sous le regard public et le regard juridique pour savoir ce qu'on fait avec ça. Les conditions dans lesquelles les systèmes d'intelligence artificielle qu'on utilise puis qu'on sont entraînés, produites, c'est des conditions qui datent presque du début du siècle, du début du 20e siècle. Les usines à clics, les tâcherons, les plateformes qui font de la gestion algorithmique, etc. C'est la partie cachée. C'est la partie cachée de l'iceberg. Puis ça, dans les discussions sur ce qu'on veut comme intelligence artificielle,
ce qu'on veut comme rapport aux technologies, ça ressort pas souvent dans la discussion. Fait que s'il y avait une place là où j'avais de quoi ajouter, ce serait peut-être là. Puis dans Ce le qui cas se passe en amont, là, pas juste se Ouais. concentrer sur c'est bon, ça. l'outil, l'application est là, c'est intéressant, mais ça fait des ChatGPT, quelles choses, sont là. les conséquences? Plutôt, comment on a fait pour entraîner Comment, ChatGPT? c'est Qu'est-ce quoi qui la s'est passé chaîne en de amont? production? Tu sais, de la même façon qu'on se dit que la chaîne de production du chocolat, par exemple, c'est vraiment épouvantable des fois, tu sais, ben, la chaîne de production de l'intelligence artificielle, c'est la même chose, là. Il y a plein de monde impliqué là-dedans, puis c'est pas tout le monde qui en profite de la même façon. Puis dans le cas du marché unique, moi, puis là, Ève, tu me corrigeras là, si je me trompe, là, mais il y avait ce qu'on appelle le High Level Expert Group sur l'intelligence artificielle qui ont essayé de produire une définition opérationnelle de c'est quoi l'IA. Tu sais, donc, autrement dit, on n'est vraiment pas dans le sens commun. Une définition opérationnelle, ça sert à identifier des indicateurs qui vont permettre de décrire très précisément c'est quoi un système d'intelligence artificielle dans l'Union européenne. Le but de ça, c'est d'être capable notamment de faire en sorte que les différents cadres réglementaires se parlent puis qu'il y a une forme d'homogénéisation, si on veut, au cas où il y aurait des litiges puis des tensions, Ah oui? ce genre de choses-là. Ben, eux autres non plus, ils ne sont pas allés jusque-là, ils ne sont pas dans la chaîne de production, ils ne sont pas dans qu'est-ce que ça implique pour les gens, puis c'est quoi la redistribution de la valeur, puis etc. Puis ça, je trouve que ça manque un peu au débat. Mais sinon, avec l'ensemble de ce qui était dit, j'étais vraiment généralement d'accord. En fait, il y a des fois, j'aurais voulu le dire. Elle a dit des choses tellement bien, une fois, ça, c'est le genre de choses que j'ai voulu dire. Oui. C'est pour ça qu'on écoute aussi des podcasts. C'est ça, c'est bien formulé, ça. Je vais le retenir puis je vais le formuler de cette façon-là. Ève, tu avais dit en 2 points, t'avais-tu fait tes 2 points ou t'avais-tu quelque chose à ajouter? Ben, on peut passer à Fred puis à toi, puis on peut revenir ensuite par la suite si on a du temps. Je vois qu'on a quand même bien jasé, donc on peut faire un tour de roue puis revenir ensuite à mon tour. Ben, moi, j'avais rien à ajouter sur l'entrevue. Je pense que j'ai dit, j'ai fait, j'ai bien eu du plaisir avec cette entrevue. J'apprends beaucoup, moi, c'est pour ça que je fais ce genre d'entrevue-là. Rencontrer, là, j'ai mes collaborateurs, je les rencontre, collaboratrices, mais rencontrer des experts, avoir une discussion, c'est de plus en plus simple aussi. Là. Mes premières entrevues, c'était compliqué, puis j'étais pas bon à l'évidence. Puis, ben écoute, on apprend. Puis là, ben la technique est un peu mieux maîtrisée, puis ça me permet d'avoir des vraies discussions avec les experts. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ça. Fred, avais-tu quelque chose à ajouter sur l'entrevue? Oui, moi, je t'ai toujours trouvé très bon. Mais non, je veux pas entendre ça. Là. Mais en fait, une des choses, je pense, que moi, j'ai retenu de là, en fait, c'est que c'est important de commencer à sortir de l'éthique de l'intelligence artificielle, puis comme je l'ai déjà dit peut-être à quelques reprises, puis de commencer à penser à comment on va l'encadrer de manière pérenne. Puis je pense que ce que font Ève, puis ce que fait l'invité dont le nom m'échappe, Céline, merci. Castet-Renard. Ça va dans ce sens-là, puis je pense que c'est vraiment important de prendre ces discussions-là, puis de les amener, de les rapprocher le plus possible du public pour que ça puisse devenir une discussion collective. Oui, le processus, le cadre normatif, comment ça se crée, comment ça s'écrit. C'est intéressant de le voir là, avec la technologie, c'est ça qui est le fun, c'est que la technologie émerge, puis là, tout à coup, tu as le cadre normatif qui s'ajuste. Donc, le processus de création, tout ça, là, je ne suis pas juriste non plus, mais je suis fasciné de voir là, à quel moment ils décident d'intervenir, d'encadrer la place de l'éthique dans tout ça. Est-ce que ça arrive en amont? Est-ce que ça arrive après? Donc, j'aime bien voir le processus à l'œuvre. On pourrait poser la question à McKinsey pour commencer. Ben oui, on commence par ça. Ève, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Ouais, oui. En fait, ça rebondit bien sur ce que Frédéric vient de dire, en fait. Moi, là, actuellement, mon dada, là, ce sur quoi je suis en train de finir de travailler, c'est la manière dont on pourrait opérationnaliser les lois. Là, on commence à avoir des projets de loi ou des travaux législatifs qui nous intéressent, qui s'intéressent à comment on peut encadrer l'intelligence artificielle, mais c'est encore assez de haut niveau, on est assez loin du terrain encore. Puis là, l'idée de comment on peut faire atterrir ça dans les pratiques concrètes, c'est ça sur quoi je m'interroge ces temps-ci. Lors du dernier épisode, je vous parlais de divers exemples, comment l'intelligence artificielle pouvait toucher à d'autres droits fondamentaux que l'égalité puis la vie privée. On a parlé beaucoup dans le podcast avec Céline de vie privée biais, mais il y a également d'autres droits, liberté d'expression, droit des conditions de travail saines, qui est vraiment intéressant. Fred, vraiment, c'est super stimulant ce que tu nommes. Puis c'est ça, moi, je suis en train de terminer un texte avec Catherine Régis sur
les Human Rights Impact Assessment, qui sont des outils d'évaluation des risques d'atteinte aux droits fondamentaux. Puis, on propose certaines manières de faire atterrir ces tests-là dans les projets de loi existants. Donc, de quelle manière on pourrait utiliser les Human Rights Impact Assessment pour opérationnaliser le AI Bill of Rights aux États-Unis et comment on pourrait l'utiliser pour opérationnaliser le AI Act en Europe ou le DSA, donc le Digital Service Act, tout ce qui est de la régulation autour du marché unique. Puis c'est ça, donc c'est des processus. Puis là, on propose des modifications législatives pour forcer les développeurs d'intelligence artificielle à le faire. Puis c'est déjà des choses qui sont demandées par certains documents, certaines chartes des Nations Unies, certains documents des Nations Unies, mais qui devront être développés, je crois, en relation avec les éthiciens, parce que c'est des outils qui vont devoir faire impliquer la société civile, faire des délibérations. Puis je pense que vraiment, à ce moment-là, les parties prenantes dont vous êtes absolument vont pouvoir être très aidants. Donc, je pense qu'on a eu l'éthique qui a repassé la balle au droit. Puis là, la balle au droit pourrait se réentourer d'amis. D'amis éthiciens? Oui, je pense, peut-être. C'est intéressant ce dialogue-là. Le rapport droit-moral, là, c'est toujours fascinant de voir ça à l'œuvre. Mes anciennes amours académiques en philo du droit commencent à sortir. Oui, ça sort. Oui, je viens tout excité. Tellement excité qu'il fait bouger mon excuse. micro. Je suis là en arrière à faire des fist pumps. Yes. Bon, ben, je vous invite à aller écouter cet épisode-là si vous voulez en savoir un peu plus. Donc, Céline Castet-Renard. Donc, c'est l'épisode 48. Ça s'appelle « Encadrer le développement de l'intelligence artificielle ». Donc, allez écouter ça si vous voulez continuer d'approfondir ce genre de sujet. Dernier thème. Mais le dernier thème, c'est le début de l'année. Puis, c'est ça. C'est le moment de nos résolutions. C'est déjà fait, mais c'est le moment aussi de regarder un peu vers l'avenir, vers les prochains mois, dans notre cas, pour planifier quelques projets qui nous rapprocheraient un peu plus de ce que nous souhaitons faire, de ce que nous souhaitons devenir. Tiens. Donc, projet personnel académique 2023. Ève, Fred, qu'est-ce qui vous attend en 2023? Annoncez vos couleurs. Commençons par Ève. Ah ben là, moi, je vais être prudente. Je vais éviter de baratiner à trop long terme. Là. On se fait souvent prendre si on essaie de prévoir ce qu'on va faire en novembre 2023. On peut se prendre... se mettre le pied dans la bouche, mais à court terme, il y a l'article dont je vous parle, je viens juste de vous parler, qui va sortir dans les prochains jours dans Lawfare sur les droits fondamentaux, les Human Rights Impact Assessment et les implications, comment on peut les mettre en œuvre dans le droit international. Puis je travaille également sur un autre article au sujet encore sur les Human Rights Impact Assessment, mais dans un contexte québécois cette fois. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une décision de la Commission d'accès à l'information qui est sortie récemment. Au sujet d'un algorithme développé par la commission scolaire Val-des-Serres pour prévoir le décrochage scolaire. La CAI, la commission d'accès à l'information, j'ai pas vu ça, moi. Il faut absolument. Je l'avoue. Ouais. D'ailleurs, citation super intéressante où ils nous disent « c'est pas du machine learning très, très poussé. Il n'y a pas d'enjeu éthique. » Ah oui, littéralement. c'est pas de l'intelligence artificielle. Ah non, mais pas d'intelligence artificielle. C'est de l'intelligence artificielle de base, donc zéro enjeu éthique. C'est bonbon. Mais c'est ça. Donc, à partir de cet exemple-là, concret, terre à terre, qui, je pense, permet de bien comprendre quels sont les enjeux en puissance. J'aborde également comment on peut évaluer les risques sur les droits fondamentaux en matière, conditions de travail, discrimination. Je fais le parallèle avec des scandales qui ont eu lieu au Royaume-Uni, qui ont dû être tirés la plug, en fait, parce qu'on allait empêcher des personnes plus défavorisées d'accéder à l'université. Parce que les algorithmes étaient discriminatoires à l'égard des personnes de conditions financières, économiques, socio-économiques non privilégiées. Donc, c'est ça. Ça, c'est mes 2 projets court terme. Puis ensuite... Puis à très court terme, il y avait aussi Tu nous as partagé un article. Est-ce que tu l'as... Mais c'est ça, c'est l'article de Lawfare. Ah, c'est ça. Ouais. Ben, bonne chance. Puis là, voilà, c'est ça aussi. Tu t'es commis. Fait qu'on va voir si tout ça, ça va se réaliser en 2023. Fred, qu'est-ce qui t'attend?
Je vais faire un peu comme Ève, finalement, que j'ai trouvé très prudente, puis je vais éviter le baratinage. Moi aussi, soudainement, je suis devenu vraiment self-conscious. C'est étonnant. À court terme, en fait, je suis en train de préparer aussi un article ou deux pour faire dans le simple usage du baratin dans la transformation numérique. Fait que, comment, en fait, les gestionnaires intermédiaires improvisent dans un contexte de gestion de changement pour être capable de garder la machine en marche. En gros. Puis dans cette improvisation-là, il y a une bonne dose de baratinage, justement, de mon point de vue. Fait que j'explore un peu ces questions-là là-dessus. Puis je travaille aussi sur une proposition pour un séminaire de recherche avec l'école de gestion de l'UQAM sur les impacts de l'intelligence artificielle sur l'éthique professionnelle. En gros, c'est compte tenu que le statut social des professions s'est construit sur une prétention à être capable de maîtriser, d'organiser une expertise. Une expertise qui est fondée sur la capacité à gérer l'information, si on veut, dans un certain domaine. Mais qu'est-ce qui se passe si soudainement la gestion de l'information peut être automatisée par des outils comme ChatGPT? Est-ce que ça vient d'évaluer la pratique professionnelle? Est-ce qu'au contraire, il faut reprofessionnaliser les gens? Est-ce qu'il faut les requalifier? Comment ça vient jouer sur les compétences? Puis comment les professionnels, dans un contexte professionnel de profession contrôlée beaucoup, là, en ce qui me concerne dans le moment, là, dans le système professionnel québécois, comment ils envisagent la formation ou la compétence éthique? Quelle formation ça va prendre pour soutenir la compétence éthique puis le savoir agir professionnel dans leurs organisations. Fait que ça, j'ai bullshité un peu cette réponse-là pour essayer de la rendre claire, là, mais c'est un projet réel. C'est tannant, là. Là, on est vraiment là, self-conscious, c'est sûr. Moi, de mon côté, moi, c'est la roue qui tourne, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes nouveautés. J'ai mon cours éthique et professionnalisme. Là, j'en ai 168 étudiants cette session. Il y a mon podcast qui est associé au cours. Je fais un beau podcast d'accompagnement, c'est le fun. J'ai toujours mon projet sur la conduite responsable en recherche. On organise un congrès à chaque année, c'est au printemps. Je vais faire des podcasts là-dessus aussi. Puis ça me tire pas mal de jus, mais c'est passionnant. C'est mes thèmes de thèse, donc l'éthique de la recherche, puis la conduite responsable, l'intégrité en recherche, puis les profs et académiciens qui ont des valeurs élevées et qui parfois s'éloignent un peu, beaucoup passionnément de ces grandes valeurs-là. Donc ça fait partie de mes ambitions. Puis évidemment, le podcast IA Café qui là aussi, vous le savez, c'est pas juste un projet de podcast pour moi, c'est un projet de recherche. Ça me permet de faire de la recherche. Vous m'accompagnez, vous nous accompagnez dans cette enquête-là, mais c'est aussi la mienne. Ça me permet de justement rencontrer des chercheurs, des experts dans le domaine, d'apprendre, de poser des questions, de tirer des leçons. Il manque juste des publications, puis on verra ce qu'on va faire avec cette ambition-là. Mais je dirais qu'en matière de contenu publié, 50 épisodes, là, ça commence à faire aussi un contenu qui est intéressant. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à Céline Castet-Renard pour sa générosité, ses explications, ses lumières. Allez écouter l'épisode en question. Merci aussi à mes collaborateurs, collaboratrices encore plus qu'allumés aujourd'hui. Ève Gaumont était là. Merci Ève. Merci Jean-François. Et Frédéric Plamondon était là. Merci Fred. Ça a fait plaisir. À bientôt. Merci également à vous, auditeurs, auditrices d'IA Café. Donc, votre enquête sur la recherche en intelligence artificielle, sur les enjeux éthiques, juridiques, sociaux, techniques aussi, associés à l'intelligence artificielle. Merci pour votre curiosité encore. 50 épisodes, c'est beaucoup de curiosité. Merci pour votre intelligence. Je le dis encore, là, on a les auditeurs, auditrices les plus intelligents de tout l'App Store, c'est très certain. Et au nom de l'équipe d'IA Café, on vous souhaite une excellente année 2023, pleine de projets stimulants qui concordent avec ce que vous êtes, ce que vous souhaitez devenir. Santé, repos, la paix aussi, tiens, la paix en Ukraine, ce serait bien, non? On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.